celle de la symbolique des rêves. Elle ne se distingue pas de la symbolique en général, mais dans le rêve, beaucoup de rêves sont extravagants, sont bizarres, et on ne peut les interpréter quelque part que par rapport à son vécu personnel, ça n'a trait en fait qu'à nous-mêmes. Et il est justement très très difficile parfois d'y voir clair, parce qu'ils sont tellement symboliques, ils sont tellement riches de contenu, et ils sont parfois déroutants. Et pourtant, le rêve est vraiment lié à cela. Il y avait un fameux Sinésius au 5e siècle qui a écrit un traité des songes. Alors, les traités des songes, on en a eu beaucoup, aussi au 17e, 18e siècle, 19e siècle. On faisait fréquemment des traités des songes pour les dames dans les salons, chercher un petit peu l'interprétation de rêves pour des rencontres, voir si on allait avoir l'élu de son cœur, à la venue du prince charmant dans sa vie. Voilà. Et ce Sinésius, dans son traité des songes, disait « Le sommeil s'offre à tous, c'est un oracle toujours prêt, un conseiller infaillible et silencieux, et dans ces mystères d'un nouveau genre, chacun est à la fois le prêtre et l'initié. » Avec les rêves, je voulais aussi reprendre comme exemple le rêve de Descartes, qui avait été rapporté par un contemporain, Bayet. Le songe de Descartes, qui est connu peut-être de certains. Et Bayet rapportait le fait que Descartes s'étant couché un soir de novembre 1619, tout rempli de son enthousiasme, car il avait fait ce jour-là une découverte importante. Il eut 3 songes consécutifs en une seule nuit. Dans l'un de ces songes, il ouvre un livre au hasard et tombe sur des vers latins signifiant « Quel chemin suivrai-je dans la vie ?» Il se met alors à interpréter ses rêves à la lumière de sa situation personnelle et en conclut que c'était l'esprit de vérité qui avait voulu lui ouvrir les trésors de toutes les sciences par ce songe et lui révéler ce qui devait lui arriver dans le reste de sa vie. Alors c'est un épisode qui est intéressant parce que Descartes c'est quelqu'un de très rationnel, c'est un maître de la pensée vraiment raisonné, etc., des piliers de notre pensée occidentale, et c'est pas une personne qui est superstitieuse ou dans des délires occultes, etc. C'est quelqu'un de posé. Et pourtant, lui-même a été frappé par des rêves dans sa vie, des rêves prémonitoires, des rêves vraiment importants, si importants d'ailleurs qu'ils l'ont bouleversé, quoi. Lui-même, ça a changé sa vie quelque part, ça a changé son regard. C'est donc que même sur des personnes qui sont pourtant très carrées, très construites, qui ne sont pas spirituelles ou qui n'ont pas de recherche particulière, on voit bien l'importance du rêve dans la vie de chacun et par rapport à cette idée de la destinée et du destin. Donc le destin, les songes, les signes, etc. ne se manifestent pas parce qu'on les recherche ou parce qu'on les désire ou parce qu'on fait des démarches par rapport à ça. C'est parfois la destinée qui nous rattrape, qui nous pousse un petit peu quelque part à travers certains signes comme cela. Alors, je reviens sur l'idée rapidement évoquée au début que par rapport le pressage, ce n'est pas du tout un absolu, ce n'est pas quelque chose qui nous pousserait à une certaine fatalité ou qu'il faudrait prendre comme une injonction inéluctable quelque part. Il y aurait une espèce de chemin qui serait tracé et on ne le suit pas. Il n'y a pas d'autre porte. Je ne pense pas. On est toujours responsable de son destin. On peut toujours l'influencer dans un sens ou dans un autre. J'ai souvent l'exemple, moi, d'une personne qui m'avait énormément touché, c'était Amy Winehouse, cette fameuse artiste de jazz, de chant. C'est une très belle personne, et certainement elle avait une très très belle destinée, elle avait tout un courant familial de culture, de tradition. Elle était aussi métisse, elle venait de traditions culturelles diverses. Et elle avait un potentiel gigantesque pour devenir une très très grande artiste. Et quelque part, c'était sa destinée première.
Sa destinée était bon, bah, d'être une grande artiste. Et finalement, elle a eu une fin tragique. Bon, donc son destin n'était pas écrit dans le marbre non plus. Et pourtant, je pense qu'il y avait énormément de signes, d'évidence et de choses qui, dans sa vie, l'a mené à une grande carrière. Mais c'est un exemple, hein, moi qui m'a toujours frappé personnellement, pourquoi nos vies peuvent des fois finir tragiquement ou médiocrement, ou c'est pas toujours simple, quoi, entre la destinée qui nous est un peu les choses un petit peu vers lesquelles semble nous guider ou autre, et puis notre cheminement personnel. Pas toujours évident d'aller suivre une route là au milieu de tout cela. Il y avait aussi un proverbe qui est connu, c'est les astra inclinantes non nécessitantes. Hein. Les astres inclinent, et ça c'est pour les astrologues, mais ne nécessitent pas. Ne déterminent pas. Alors on peut le traduire mieux comme ça, ne déterminent pas. Les astres ne déterminent pas. Hein. Les astres montrent des tendances dont la confirmation ou l'infirmation dépendent de nous finalement. Voilà. Il y a beaucoup de situations, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du débarquement, là, quand Guillaume le Conquérant, ça part un petit peu partout. Mais la comète de Halley, la comète de la tapisserie de Bayeux. Ou la tapisserie de Bayeux, non, mais moi je parle de Guillaume le Conquérant. C'est un exemple de quelqu'un qui a transformé le destin. Quand il a débarqué en Angleterre, là, avec toute sa flotte, et il est tombé de cheval à la sortie de son bateau, là, bêtement, paf, il s'est cassé la figure. Et bon, c'était un peu funeste, quoi. On aurait pu voir ça comme un signe funeste, etc. Et lui-même a retourné la chose. Il a embrassé le sol et il a dit voilà, c'est ce pays que j'embrasse et qui sera mon pays. Et et en effet, il a su retourner un signe qui aurait pu être néfaste. Alors il aurait pu en effet se déprimer complètement, puis les gens autour de lui dire voilà. Eh bien, c'est juste un exemple comme ça, un peu historique. Il y a beaucoup de façons d'embrasser son destin et de savoir, même dans des situations qui peuvent être parfois complexes ou peu évidentes, de savoir garder, et c'est surtout notre force intérieure, notre désir d'aller de l'avant et de réussir qui fait la différence. Il ne faut pas se laisser abattre. Voilà. Donc, je passerai assez rapidement quand même sur les différents phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui peut être les phénomènes d'arc-en-ciel, d'astres, de comètes, de choses comme ça. On pourra peut-être en parler dans la discussion. Il y a aussi un autre point qui est quand même intéressant à évoquer ici, c'est celui de hasard et de destinée. Avant de parler des rencontres et de conclure et d'aborder la discussion, on oppose souvent les deux notions. L'idée de hasard, elle nous semble un peu inconciliable avec celle de destin, de destinée. D'un côté, on aurait des événements sans suite, sans raison, et puis de l'autre, la destinée semblerait nous dire qu'il y a un ordre, une direction, une fatalité, peut-être, quelque part. Hein. Mais en fait, l'inverse peut aussi être vrai. Hasard n'est pas simplement le signe d'un flottement ou d'une non-direction. Le hasard, c'est peut-être justement aussi l'expression de notre liberté. C'est cette part de notre liberté qui nous permet justement d'affirmer et d'avancer par rapport à la destinée. Si justement il n'y avait pas une part de hasard, il n'y aurait peut-être pas de destin. Que le destin, justement, quelque part, c'est fait à la fois d'une certaine destinée, c'est fait d'une certaine direction et des signes
poussent dans certains sens, qui nous font des rappels, qui nous donnent des pistes. Et de l'autre côté, ben, il y a une certaine ouverture, il y a des possibles. Donc hasard et destinée ne sont pas forcément incompatibles et ne sont pas des concepts qui sont irréconciliables, bien au contraire. C'est deux faces, en fait, de la même chose, finalement, deux façons de les voir. Mais justement, rejeter complètement la destinée n'est peut-être pas non plus une attitude complètement raisonnable, peut-être, et de l'autre côté, ne voir que tout serait un peu écrit, inéluctable ou autre, est aussi une exagération. L'équilibre est toujours, là encore aussi, nécessaire pour vraiment être dans le vrai. Les rencontres, c'est la partie de l'exposé où se révélerait peut-être le plus la nature des présages. À travers des événements et des personnes auxquelles il nous arrive d'être confrontés chaque jour, ce que l'on désigne en général par le terme de rencontre, il apparaît clairement que tout peut constituer des présages. Ce n'est pas simplement des catégories d'objets particuliers qui pourraient être des signifiants ou des événements particuliers, justement comme on l'a évoqué, des arcs-en-ciel, des éclipses ou que sais-je. Le fait de rencontrer certaines personnes, certains objets, certains êtres, certains justement insectes, oiseaux ou éléments naturels, suivant certaines circonstances, peut aussi être signe et guide et signe quelque part de la destinée. Il y a aussi un autre adage ancien, il y a beaucoup de latin là aujourd'hui, omnia sunt signa, tout est signe pour qui sait voir, qui est assez connu et je trouve très très vrai, tout est signe pour qui sait voir. Et je le rappelle donc, cette vision de la divination par rapport à des rencontres est liée à la situation, à la localisation spatio-temporelle. C'est ce qui forme l'ossature de notre perception. On est des êtres qui vivons dans l'espace et dans le temps. Et c'est justement cette façon d'exister par rapport à une durée et par rapport à on va soit d'un côté, soit de l'autre, on se dirige dans un sens ou dans l'autre, on va vers le haut ou on va vers le bas, les gens qui viennent vers nous viennent d'ici ou de là, et tout ça finalement n'est pas si anodin que cela. Tout cela, en fait, quelque sorte, reflète aussi l'ordre et l'unité de l'univers. Comme l'univers a des cycles, des saisons, des choses, tout va dans un certain processus, et nous sommes nous-mêmes impliqués dans ce processus. Et si on ouvre un petit peu les yeux dans le cours de ce processus, d'un seul coup, peut-être, on va se rendre compte que dans le cours de ce processus, les choses qui passent, qui viennent, qui surviennent, ne sont peut-être pas si anodines que cela, et parfois nous parlent, et peut-être même sont vraiment des appels ou des échos de quelque chose. Par exemple, la gauche et la droite. Le côté droit, c'est le côté de la décision, de la volonté et de l'action. C'est la main qui écrit, la main habile, en général, hein, la main droite. D'ailleurs, on dit bien gauche, quand on gauche, maladroit. Sinistre. Voilà. Et sinister en latin, ça a toujours cette notion de sinistre, hein, parce que, justement, traditionnellement, les choses qui venaient de la gauche avaient une signification plutôt néfaste. Non. Ça a donné lieu à deux types de présages. Et le plus souvent, le côté gauche est considéré comme néfaste. C'est pourquoi traditionnellement, donc, les gauchers étaient tenus en suspicion quand on leur attribuait une connivence avec le diable, maître de tout désordre et de toute confusion. Quelquefois, par contre, aussi, le côté gauche peut avoir un aspect favorable. Le fait qu'il soit à ma gauche aujourd'hui, très favorable, car il va animer le prochain Café Destin. Donc là, je vois un très bon augure. Parce que aussi, le côté gauche, on peut le voir aussi comme représentant la spontanéité, le naturel. Le côté droit, c'est un peu le contrôle, la raison, le calcul, etc. Alors vous voyez que
le côté droit peut être perverti par ce côté utilitariste, quelque part. Hein. Donc le droit est tordu. Voilà, le droit il est subordonné à la réflexion, à la volonté. Donc c'est subtil. Hein. Alors,